Bonjour, monsieur Aurès. Prenez place. Donc j'ai choisi d'animer une seule table ronde ce matin. J'ai entendu. Vous avez entendu la fin de cette table ronde était très intéressante. Donc je suis un fan de foot, plutôt fan du PSG que de Barcelone, mais bon, on ne va pas s'étendre sur ce terrain tout de suite. Quelques chiffres peut-être pour présenter votre groupe qui était, il faut bien le dire, jusqu'à ce que vous remportiez l'appel d'offres pour la période 2020-2024 en France pour l'essentiel des matchs de la Ligue 1. Vous étiez peu connu en France. Vous êtes quand même un grand groupe qui a une longue histoire. Vous employez plus de 6500 personnes dans le monde et vous êtes un groupe audiovisuel très diversifié. Vous fournissez à la fois des services aux chaînes. Vous êtes producteur de chaînes, producteur de séries, producteur de films. Vous avez produit un film avec Woody Allen. Vous avez produit pas mal de séries, des séries qui sont passées sur Canal+ aussi. Vous êtes diffuseur, vous fabriquez vos propres chaînes dans le football. En Espagne, vous avez travaillé seul ou avec Telefonica dans une chaîne gratuite qui s'appelle Goal et une chaîne payante. Vous vous diversifiez même, je l'ai appris dans un papier sur vous, dans l'équipe magazine ce week-end, vous allez travailler sur un parc à thème à la gloire de Léo Messi en Chine. Voilà. Et donc en France, on a entendu parler de vous il y a quelques mois lorsque vous avez remporté l'appel d'offres pour l'essentiel des droits de la Ligue 1 sur la saison 2020-2024 pour un peu plus de 3 milliards d'euros. Et tout le monde a été très surpris en se disant finalement, un groupe qu'on connaît peu, comment peut-il dépenser autant d'argent et comment pourra-t-il un jour gagner de l'argent? Je me disais que peut-être une manière de comprendre quelle est votre stratégie, c'est de comprendre qu'est-ce que vous avez fait en Espagne dans le foot et pourquoi est-ce que vous estimez que ce qui a marché en Espagne pourrait peut-être marcher un jour en France. Depuis quand êtes-vous dans le football en Espagne et quelle a été votre stratégie sur votre premier marché? Bon, sur le foot en Espagne, on y est présent depuis 30 ans, mais comme en ayant les droits, ça c'est 2006. Et je crois que la différence avec les opérateurs traditionnels, c'est que nous on tente de... C'est-à-dire l'opérateur traditionnel achète les droits, les gère dans sa chaîne, dans sa plateforme, cherche des abonnés pour lui. Mais nous croyons que pour développer même la plateforme, c'est nécessaire de travailler ensemble avec les clubs, la ligue, pour être au niveau de donner un spectacle qui soit concurrentiel aux autres chaînes, aux autres offres d'entertainment qu'on peut trouver sur la télé. C'est pas seulement se baser sur l'émission du match, mais arriver à des accords avec les clubs sur les horaires, sur les calendriers, pour avoir des journées qui soient équilibrées, qui soient intéressantes pendant toute la saison, pas seulement quand il y a les classiques français ou les classiques espagnols, qu'il faut travailler sur la pelouse, qu'il faut travailler sur les rôles des joueurs et des managers et son rapport avec les gens, les fans du foot, qu'il faut travailler, ça c'est très important, même si nous avons parlé des droits internationaux, sur la promotion du foot à l'extérieur. En France, en plus, il faut profiter que vous êtes pendant 4 ans, au minimum, champion du monde. Ça veut dire quelque chose d'un côté sur le foot français et d'un autre côté sur la société française elle-même. Alors il faut travailler tous ces aspects dans un monde qu'on voyait à la table d'avant, qui change très vite. J'atterris à 6 heures du matin de Delhi. On vient de signer là-bas un accord avec Facebook pour le foot espagnol pour les 3 prochaines saisons. Alors ça c'est un changement important sur la façon où on va pas seulement distribuer le foot, mais les rapports qu'on va établir entre les fans du foot espagnol, les gens qui sont dans Facebook. En Inde, ça c'est des 170 millions de personnes qui utilisent Facebook chaque mois. Et Facebook, c'est comme une télévision free, non? Ils vont chercher de la publicité pour payer ça. Alors, c'est des nouvelles expériences
sur laquelle on doit travailler, c'est-à-dire on ne travaille pas seulement pour demain, mais pour voir après-demain comment ça va se développer. En Espagne, vous diriez que la qualité du football, vous avez réussi à la faire progresser? Vous pensez que le football espagnol, le spectacle du football a progressé? Bon, je crois qu'avec Messi et Cristiano, le foot espagnol a progressé. C'est ce que nous avons fait, c'est accompagner ce processus et lui donner une qualité. On a commencé avec l'haute définition, on a fait les 3D, on fait maintenant 4K, on fait la réalité virtuelle, etc. C'est-à-dire, on montre aux gens qu'on est un spectacle de premier niveau. Maintenant, on parle beaucoup de marathons, de séries, samedi et dimanche. Bon, nous faisons des marathons de foot depuis 10 ans, samedi et dimanche, parce qu'on a les horaires séquentiels. Alors, on peut s'asseoir chez nous à voir un marathon bien de séries. C'est le binge-watching version football. Ouais. Exactement. Ouais. Et vous diriez que le foot français n'est pas encore au niveau en termes de spectacle, la qualité du spectacle n'est pas assez bonne? Non, je crois que le foot français, c'est un foot très technique, mais qu'il n'a pas eu les moyens pour maintenir ici les grands joueurs qui sont partis surtout en Angleterre. Mais en Espagne, les Français, on en a beaucoup, mais c'est très inégal. Mais on a eu des investissements importants et je crois qu'on n'a pas pu faire ces mariages entre les opérateurs et les clubs et la ligue pour tenter de travailler ensemble et monter le niveau. Le pari que vous faites, c'est que si la qualité monte, parce qu'il y a plus d'argent et plus d'implication d'un diffuseur comme vous, le spectacle peut attirer plus de monde. C'est-à-dire, est-ce qu'en Espagne, ça s'est vérifié entre le début de votre stratégie et aujourd'hui? Le nombre de personnes abonnées à des chaînes payantes dans le foot a explosé ou il est resté à peu près le même? Non, on a multiplié par 3 les abonnés au foot en 8 ans. On est arrivé presque d'1,5 million à 4,5 millions. On est là maintenant. On ne travaille pas seulement pour l'émission du samedi ou du dimanche. On travaille toute la semaine, ce que j'ai raconté avant sur les rôles des joueurs, des managers, sur les histoires qu'on peut construire autour. On a travaillé avec Amazon sur la série qu'on a fait avec le Manchester City, mais on a travaillé aussi sur Amazon dans une série sur le foot espagnol en 6 chapitres et on va répéter, on va faire une deuxième saison parce que l'émission du dimanche, c'est 180 degrés. Et après, on doit suivre les autres 180 degrés pendant la semaine. Et c'est ça qui fait fort le spectacle. En même temps, le foot, pendant très longtemps, était gratuit. Il est devenu un petit peu payant. Aujourd'hui, il est complètement payant. Est-ce qu'il y a assez de pouvoir d'achat dans des pays comme l'Espagne ou la France pour que des millions de gens payent pour du foot? Est-ce qu'on n'a pas déjà fait le plein un petit peu des gens qui ont suffisamment d'argent pour investir dans des chaînes payantes? Bon, je crois qu'en général, sauf un petit recul en Angleterre au dernier appel d'offres, en général, le foot a monté partout en Espagne, en France, en Italie, en Angleterre, même en Allemagne, où il y a une diffusion en ouvert assez importante des chaînes publiques. Et je crois qu'on n'a pas arrivé à l'étoile, mais on doit tenir compte de que la télécommande, c'est un ennemi du foot, parce que l'offre, c'est très importante, et on doit être à ce niveau-là pour pouvoir maintenir ce rythme. Et je crois que Canal+, avec l'arrivée de Neymar, Canal+ France, avec l'arrivée de Neymar, il a monté ses abonnés. Et ce sont des abonnés reliés au foot. C'est la même question avec Cristiano en Italie maintenant. Mais le problème, c'est que ça doit profiter l'ensemble, pas seulement la télé ou les clubs, mais l'ensemble du spectacle. On doit savoir travailler avec ça
Et quand je disais que la promotion internationale, c'est très important, c'est parce qu'elle fait partie de ce type de présence. Parce que pourquoi on parlait de Netflix? On parlait de Netflix parce que Netflix est partout dans le monde. On doit parler, pas seulement du foot en général, partout dans le monde qu'il y est très présent, mais aussi des foot particuliers, de l'espagnol, de l'anglais, et même du français. Ça, c'est un boulot très important à faire. Mais est-ce que le marché, le nombre de gens qui peuvent payer, vous dites votre chaîne, elle sera vendue sans doute autour de 25 euros par mois. En Espagne, aujourd'hui, combien coûte votre chaîne payante? Bon, en Espagne, on a une OTT à 15 euros avec la Ligue et la Champions. Et après, il n'y a pas Canal en Espagne. Ce sont les telcos qui font des offres convergentes. Alors, tu dois être là-dedans. Mais si en Espagne, la fibre s'est développée de la façon que s'est développée, c'est-à-dire on a plus de fibres qu'au reste de l'Europe, c'est aussi pour le travail qui a fait Telefónica et Orange avec les offres du foot. Et ça a amené la télévision payante était à 2,5 millions d'abonnés, maintenant ils sont presque 7 millions. Et ça, c'est un boulot, ce développement, ça a été fait les dernières 5-6 années. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui peuvent venir si on lui fait une offre bonne. Non? Pour que l'offre soit bonne, il faut avoir des programmes. Pour l'instant, vous avez acquis des matchs de la Ligue 1. Est-ce que c'est assez pour faire une chaîne ou est-ce que vous allez être obligé d'acheter plus de foot ou alors d'autres sports? On parle de la Ligue 2, il y aura peut-être un jour la Ligue des Champions. Est-ce que l'objectif, c'est beaucoup plus de foot, beaucoup plus d'autres sports? On va travailler sur la Ligue 2 pour voir si on peut gagner l'appel d'offres du mois prochain. Et on va produire des programmes avec la qualité la plus large possible. C'est ça qu'on va offrir aux spectateurs pour tenir l'attention, pas seulement, comme je disais avant, les week-ends. Et les autres sports hein? Bon, notre expérience avec nos abonnés, c'est qu'ils veulent que du foot. Et en plus, on va être spécialisé sur ça. Et en plus, dans chaque pays, le deuxième sport ou le troisième, ça change. Vous avez le rugby en Espagne, le rugby, c'est inconnu. On va avoir le temps pour peut-être une ou deux questions de la salle. Est-ce que vous considérez qu'un groupe comme Canal+, c'est un concurrent ou ça peut être un partenaire pour Mediapro et votre future chaîne en France? Bon, pour nous, tous les opérateurs, ce sont des partenaires parce que ce qu'on cherche, c'est avoir la distribution la plus large possible de cette chaîne, pas seulement sur les opérateurs traditionnels, mais aussi sur les nouveaux formules. On a vu aussi Amazon rentrer dans ces marchés en Angleterre, en Allemagne. Je viens de donner l'exemple de Facebook en Inde. On va voir dans 2 ans, le panorama va être un peu changé. On ne peut pas fixer la photo d'aujourd'hui, ça va changer un peu. En France, vous avez 4 groupes de telco, quelque chose doit se passer. Peut-être qu'il ne se passe pas l'année prochaine, mais quelque chose doit se passer. Et sur les détenteurs des droits, on a aussi 4 groupes et quelque chose doit se passer. Alors, est-ce qu'il y a une question de la salle? Je vois une question de Satellifax qui a déjà été citée une fois lors de cette conférence, mais qui va prendre maintenant la parole. Joël Hircel, Satellifax, je suis ici. Je vais citer les Échos, parce qu'aux Échos, Canal+ s'est exprimé il y a quelques jours en se disant certain que vous alliez lui céder des droits sur le football. Est-ce que vous pouvez être plus spécifique sur vos projets avec Canal+? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous vous interdisez de céder des droits et donc vous avez une obligation quand même de vendre la chaîne. Et si Canal ne veut pas acheter la chaîne, qu'est-ce qui va se passer? Votre rentabilité ne peut pas se faire sur la création d'une chaîne qui va prendre beaucoup de temps pour avoir des abonnés. Vous avez une obligation absolue, me semble-t-il,
d'avoir un accord avec Canal+. Et si Canal+ ne veut pas juste reprendre la chaîne, mais avoir des droits, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis d'accord avec quelque chose que Salah avait dit. Il fait un mois, il disait le foot ne peut pas se passer de Canal. Et je suis d'accord parce que je crois que Canal ne peut pas se passer du foot. Alors on est en égalité. Et la table d'avant, la table ronde d'avant, tout le monde disait que c'était très pragmatique. Nous sommes aussi très pragmatiques de la même façon que Canal. Et je crois qu'on va trouver des accords raisonnables pour tout le monde. Mais nous devons tenir compte qu'on ne peut pas affaiblir la chaîne. C'est-à-dire si on donne de bons matchs à n'importe qui, à Canal ou d'autres, la chaîne comme telle est affaibli, alors ce n'est pas un produit qui puisse marcher peut-être tout seul. Mais on est en égalité, on va travailler ensemble, je suis sûr. Une question. Bonjour, Adam Emery. J'avais juste une question. Est-ce que pour l'arrivée sur le marché français de Mediapro, c'était important pour vous d'acquérir le lot 1 qui contenait notamment le match du dimanche soir à 21h? Mais les lots de la Ligue 1, bon, c'était l'enjeu, c'était là. Si on n'avait pas ces matchs-là, on pouvait pas passer aux autres. Ça n'avait pas de sens. C'est la même chose que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on doit avoir un niveau de qualité très important. Sinon, l'offre est trop faible. En Espagne ou dans certains pays, vous avez parfois acquis des droits et laissé ensuite d'autres faire les chaînes, finalement. Je crois Telefonica sur la chaîne payante, c'est eux qui font la chaîne ou est-ce que c'est vous qui faites la chaîne? C'est vous qui la faites et la distribuez? Vous n'imaginez pas que vous ne pourriez pas revendre un droit, mais revendre tous les droits à quelqu'un en lui disant c'est à vous de faire la chaîne, finalement? Est juste quelqu'un c'est pas condamnable, mais c'est pas notre rôle d'être des intermédiaires. C'est-à-dire ça peut le faire n'importe qui. Nous voulons construire quelque chose. On est en France depuis des années, dans le secteur du service audiovisuel. Maintenant, on veut donner un saut et rentrer dans les droits. On a produit des films en France avec Jean-Jacques Jeannot, avec Polanski, Midnight in Paris aussi. Et on va continuer à travailler de cette façon. Monsieur Horowitz, merci beaucoup. Merci. À vous.